Radio Liberté Kisangani totalise 25 ans d'existence. Jubilé d'argent 1999-2024. Bafé Takakaka. Mbula Tukumi Balena Mitano pour rossaler la peuple. Ralik Jubilé d'argent 25 ans. Vous êtes en train de nous suivre en direct du Centre culturel français. Le Centre culturel français qui accueille aujourd'hui l'organisation du débat, de la conférence débat, qui a pour thème Presse Boyomès face à l'évolution des technologies de l'information et de la communication, adaptation et survie. Nous allons devoir entre confrères du domaine, ça veut dire professionnels de médias, débattre de faits concernant les technologies de l'information et de la communication dans la ville de Kisangani. Donc, nous avons plusieurs invités ici. Je ne vais pas me donner ce luxe-là de les présenter parce qu'il y en a qui ont des noms complexes et qu'il faut que même vous se présentent à vous. J'espère, auditrices, auditeurs, que vous avez l'attention focalisée sur nous. Nous sommes au Centre culturel français, comme je vous le disais. Moi, je m'appelle Primo Nzela et nous allons par ordre de chaise nous présenter. Bonjour, monsieur. Bonjour, je m'appelle Jean Fundi Kiparamoto. Je suis rédacteur en chef du journal Caribou et aussi réalisateur cinéma. Voilà, c'est Jean Fundi du journal Caribou qui est aussi réalisateur du cinéma qui s'est présenté. Après cela, nous avons monsieur. Oui, c'est monsieur Rabin Ramazani et je suis directeur de Bibiac TV Kisangani. Voilà, après monsieur Ramazani, nous avons monsieur Jean-Pierre Lefoli, je suis enseignant à l'université de Kisangani et journaliste. Voilà, après le professeur Jean-Pierre Lifoli, nous avons monsieur Alexis Balingui de la radio-télévision Amani. Alexis Balingui de la radio-télévision Amani. Chers auditrices, auditeurs, comme nous l'avions annoncé, ce samedi devait se tenir une conférence débat dans la salle du Centre culturel français sur la presse boyomaise face à l'évolution de nouvelles technologies de l'information et de la communication, adaptation et survie. Faut-il qu'on les appelle encore nouvelles parce que ça fait quand même plusieurs années, des décennies, que nous œuvrons avec ces technologies-là. Donc ce sont tout simplement les technologies de l'information et de la communication. D'entrée de jeu, je demanderai à ce qu'on fasse l'état des lieux des technologies de l'information et de la communication dans la ville de Kisangani ou dans la province de la Chopo en général. Et par ordre de chaise, on commencerait par là. Monsieur Jean Bouillou, est-ce que vous pouvez faire un état des lieux en ce qui vous concerne par rapport aux technologies de l'information et de la communication? Au fait, avant d'aborder cet aspect, peut-être il serait mieux de dire aux gens que je suis praticien du métier et que lorsqu'on aborde la question des technologies de l'information et de la communication, il y a deux aspects qu'il faut considérer. Il y a d'abord l'aspect théorique qui n'est nullement l'intérêt de cette émission. Il y a aussi l'aspect pratique qui nous amène ici, le prof Lifoli, qui est un journaliste de très longue date, avant qu'il ne soit professeur en Sciences Po, mais aussi Alexis, qui est journaliste de très longue date, avant qu'il ne soit... parce qu'il y a aussi un universitaire qui a fait les Sciences Po. Lorsqu'on parle de la presse boyomaise, je vois déjà qu'elle a beaucoup évolué. C'est là où je voudrais un peu reprendre certains de vos mots. Il y a longtemps qu'on ne dit plus nouvelle technologie. Parce que quand c'était apparu, on disait nouvelle technologie. Mais depuis plus de 20 ans, c'est quelque chose qui fait partie de notre vie, qui fait partie de la vie, de la presse, sur toutes les lignes. Là, je pense à la presse écrite, sur papier, je pense à la presse audiovisuelle, où on trouve la radio et la télévision. Je pense aussi à la toile. Je pense que le plus grand défi qui se pose,
puisque la toile, c'est comme un ensemble de mathématiques modernes qui englobe les tout. C'est-à-dire toutes les presses qui ont vécu avant l'arrivée des technologies de l'information peuvent être relayées sur la toile. Alors, la question, c'est laquelle? Est-ce que tous les journalistes qui pratiquent le web, la toile, c'est les publications Facebook, les publications YouTube, publications sur les sites web, est-ce que tous ces journalistes ont la maîtrise de l'outil? Et que cet outil? C'est ce que nous voyons devant nous, c'est la caméra, c'est les enregistreurs de prise de son, c'est l'appareil photo. Aujourd'hui, il y a des appareils hybrides qu'on appelle DSLR, qui sont à la fois appareils de son, appareils, etc., etc. Il y a aussi le montage, le traitement de toute cette matière à travers les logiciels. Et je pense que l'état des lieux, c'est que, sans avoir fait des études, je ne sais pas si le professeur Glifoli va me contredire, je sens que nous éprouvons de plus en plus de difficultés à manipuler ces instruments-là, de plus en plus de difficultés à traiter ces infos-là à travers les logiciels et de plus en plus de difficultés à faire en sorte qu'on livre une information au public qui soit en même temps déclinée sous 3 versions, texte, son et vidéo. Je pense que c'est le plus grand problème. Et je me jette du côté de l'université. Il y a 2 universités qui ont des départements de SIC, des sciences de l'information et de la communication. Prof Lifoli, je ne me rappelle pas avoir vu dans ces universités des laboratoires multimédia ou des curricula qui donnent à l'étudiant les connaissances théoriques et pratiques de ces TIC-là. Voilà ce que je pouvais dire. Voilà, doyen Rabin Ramazani, est-ce que vous avez le même état des lieux que monsieur Fundi? En fait, merci. Je ne saurais pas dire encore plus que ce que le confrère venait de dire. Parce que lui, il s'y connaît plus. Si je peux lui jeter des fleurs, d'autant plus que donc, lui, il s'y connaît plus. D'ailleurs, il a bien commencé à travailler avant que nous ne puissions au moins nous imprégner dans cette technologie-là. Lui connaissait déjà parce qu'il avait des sites web, il avait ceci, il avait ceci. Alors je n'ai pas à contredire, à dire le contraire par rapport à ce que venait de dire. Voilà, merci. Professeur Ifoli, vous qui enseignez les étudiants, les apprenants de médias, quel état des lieux vous pouvez établir par rapport aux technologies de l'information et de la communication dans la province de la Chopo et dans la ville de Kisangani en particulier? Et merci pour la précision. Je commencerai d'abord par préciser que moi, j'enseigne bien sûr au département des sciences de l'information et de la communication, mais je n'enseigne pas les cours liés aux médias. J'enseigne les cours de sciences politiques. Mais comme chercheur, mais aussi comme praticien, je notais quand même qu'il y a des problèmes pour l'adaptation et la survie de nos institutions de médias par rapport aux technologies de l'information et de la communication. D'abord, il se pose un problème sur le plan théorique. Jean venait d'évoquer tout à l'heure, dans nos universités ici, on trouve rarement des écoles ou des studio-écoles, là où on peut apprendre aux étudiants comment manipuler une caméra, par exemple, comment tenir un enregistreur, comment prendre les sons. Mais vous trouverez des enseignements avec des cours théoriques et pratiques, des heures théoriques et pratiques, mais les heures pratiques, je ne crois pas que ces heures pratiques-là sont bien exploitées. Pourquoi? Peut-être des raisons. Peut-être que l'enseignant lui-même, il n'a pas été praticien et il ne sait pas apprendre aux autres. Ou soit, même s'il n'a pas été praticien, il y a quand même l'ouverture d'esprit. Peut dire que pour des questions purement techniques, il peut recourir aux professionnels des médias qui sont là, aux experts, aux gens qui ont fait longtemps dans ces domaines pour venir aider les étudiants. C'est ce que nous faisons aussi même en sciences politiques. Par exemple, quand nous avons un cours d'aménagement du territoire, nous n'hésitons pas, dans la pratique, à faire recours à un ancien de la territoriale, un ministre, un administrateur du territoire, un bourgmestre, un gouverneur, tout ça pour qu'ils viennent
parler aux étudiants, échanger avec eux, c'est que lui vit sur le terrain. Je pense que c'est ce qui pouvait se faire aussi au niveau de nos universités où on enseigne les journalismes. Mais il se fait que les journalistes sortent de l'école avec ces déficits-là déjà sur le plan pratique, puisqu'il n'a fait aucun travail pratique, aucun TP pour, par exemple, le traitement des sons. Et puisque le traitement audio-numérique des sons, ouais, quand on a déjà des problèmes à ce niveau-là, vous ne savez pas transférer un son de votre téléphone ou d'un enregistreur à l'ordinateur, vous n'avez même pas la connaissance de ces logiciels comme ici, nous utilisons Adobe par exemple pour cette conférence, c'est déjà un problème sérieux quand vous serez sur le terrain. Il y a d'abord ça au niveau même déjà de l'université pour la théorie apprise. Alors, sur le plan pratique, normalement ce sont des institutions ou des maisons de presse qui devaient combler ces lacunes-là. Quand les étudiants arrivent de l'université, on doit les considérer comme des vrais faux débutants. Ils sont vrais débutants puisqu'ils n'ont pas la pratique professionnelle et ils n'ont pas appris cette pratique-là aussi à l'université. Bon, mais ils sont des faux débutants puisqu'ils viennent quand même de l'université avec des grands diplômes en sein de l'information et de la communication. Donc, c'est que théoriquement, on suppose que ce sont des connaisseurs de la théorie et de la pratique. Voilà, donc c'est un peu ça, ce qui pose un problème pour l'adaptation en ce qui concerne les technologies de l'information et de la communication. Et j'ai tout simplement essayé de donner un exemple pour illustrer ce que Jean Foundi venait de dire tout à l'heure. Je pense que Alexis, qui est avec nous dans les demandes ici, je vois, il me regarde déjà, il peut aussi compléter. Merci, je voudrais depuis d'abord remercier la Radio Liberté de penser à notre modeste personne pour intervenir dans cette conférence. L'essentiel a été dit par Jean Foundi. Professeur Lifoli, venez au passage de compléter. Mais je reviens sur la question en rapport avec l'aspect matériel dont les deux, mes trois prédécesseurs ont souligné. La plupart de nos maisons de presse, les organes de presse ne disposent pas de ces outils. Les problèmes ne se posent pas seulement au niveau de la théorie, au niveau des universités, mais aussi et surtout au niveau de nos institutions. Vous trouverez au jour d'aujourd'hui certains organes de presse qui ne disposent pas d'ordinateur. Ils écrivent les papiers à la main jusqu'au jour d'aujourd'hui. Un autre problème, les professeurs, il faut l'a dit, transférer les sons, traiter les sons, tout ça. Ce sont des outils issus de la technologie nouvelle de l'information. Il faut savoir traiter les numériques. En dehors de ça, en tout cas, on parle d'autres choses. Et puis, les organes de presse qui existent, il faut savoir leur nature. Est-ce que c'est pour donner les informations dont on a besoin ou tout simplement faire le remplissage? Autant de questions qui conviendraient de trouver réponse. Les studios écoles, vous l'avez dit, donc je ne peux pas le répéter, le professeur est revenu dessus. Si déjà au départ, au niveau de l'université, on n'a pas les dictaphones ou les zooms, on appelle ça comment, on n'a pas ça. Vous allez l'apprendre le jour de votre stage. C'est du temps perdu. Et même alors, sur le plan théorique de la maîtrise du contenu de la formation, un enfant, un étudiant, je l'appelle comme ça, qui fait la science de l'information et de la communication, ne connaît pas les genres journalistiques. Donc, avant qu'il ne commence son stage, on doit tout lui réapprendre. C'est quoi le reportage, c'est quoi l'interview, mais le temps passé à l'université, c'est parti où? Alors, tout ça, si nous mettons ça dans un paquet, c'est qu'il y a encore à manger et à boire dans cette question de la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Ok. Mon frère Jean, quand on parle de... En fait, vous tous, vous avez fait l'état des lieux de la situation des antiques dans la ville de Kisangani et dans la province. Donc elle est tout simplement déplorable. Est-ce que c'est parce que les apprenants n'ont pas besoin d'assimiler ces notions-là qui sont nouvelles pour eux? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas une volonté
du corps enseignant, est-ce qu'il y a une cause? Il y a une cause par rapport à ça. Je voudrais vraiment qu'on élucide les causes par rapport à cela. Et je commence par vous. Au niveau des curricula, comme on dit, des programmes scolaires et académiques, je pense que c'est dans l'environnement général, l'enseignement au Congo est décrié par ceux qui les décrit. Si vous lisez le livre du professeur Bongeli, il en avait parlé, il y a de bons enseignants, n'est-ce pas? Il y a des bons étudiants, mais généralement on se rend compte que l'enseignement, n'est-ce pas, est ce qu'il est. Et l'enseignement des SIC ne fait pas l'exception. Ça coûte. C'est pour dire que, monsieur le modérateur, pour que quelqu'un aime quelque chose, n'est-ce pas, il faut le lui révéler. Les gens, quand ils viennent dans le métier, ils trouvent qu'au niveau même de l'université, on ne met pas l'accent sur ça. Lui, il croit que les théories peuvent le sauver. Il faut qu'on crée l'intérêt. Il y a ça. Il faut aussi qu'il y ait des filtres. C'est-à-dire, quelqu'un ne peut pas, n'est-ce pas, sortir journaliste, licencié en journalisme, s'il n'a pas le minimum requis pour avoir ce diplôme. C'est ce qu'Alexis disait. Vous êtes licencié en SIC, vous ne savez pas manipuler l'ordinateur, vous ne connaissez pas les formats cinématographiques, vous ne connaissez pas les formats journalistiques, vous n'avez maîtrisé ni le français, ni le swahili, ni le lingala, qui sont les outils de travail du journaliste. Et là, c'est ça le premier point. Le deuxième, Alexis, c'est quand on est en dehors de l'école. Pourquoi est-ce que ces médias acceptent des gens qui ont un tel déficit? Et si ces médias les acceptent, c'est comme si je me pose des questions dont je ne demande pas des réponses. Pourquoi est-ce qu'on n'organise pas des recyclages? Si vous allez à l'université, il y a un politologue qui est aujourd'hui devenu professeur ordinaire. L'IFOLI connaît toutes ces choses. Il peut vous enseigner comment, par exemple, décortiquer un sujet politique, non? Comment faire un sujet, n'est-ce pas? Comment le décliner en format journalistique. Vous pouvez aller à la RTNC, même à la fac des lettres. Il y a M. Mukonkole, qui est le rédacteur en chef de la radio Capi pendant plus de 15 ans. N'est-ce pas? On peut le consulter et dire qu'est-ce que vous pensez qu'on puisse faire, n'est-ce pas, pour que l'on puisse intégrer l'aspect pratique de ce qu'on enseigne aux enfants dans le département des SIC. Donc, je pense que, après avoir tout dit, l'état des lieux, ce qu'il faut dire, c'est comment les gens peuvent s'adapter. C'est seulement peut-être des émissions comme celle-ci, mais aussi créer une plateforme ou une ONG dont le travail, n'est-ce pas, sera de recycler les journalistes en premier et en deuxième qui fera le plaidoyer auprès des ministères pour dire les aspects qu'il faut intégrer dans les départements des SIC pour que nous ayons quand même des gens qui font ce travail avec un minimum de qualité. Voilà. Oui, Jean, dans ce que vous venez de dire là, si je reviens encore à ce que notre ami Primo nous a dit, hein, ben, il y a aussi ces questions de nos étudiants, de ceux-là qui sont venus après nous à l'université. Des fois, ils ne veulent pas suivre ce que les professeurs leur disent. Donc, vous voyez un étudiant, vous venez de le dire, il a terminé, il est licencié en SIC, si on peut dire, mais il ne sait pas manipuler l'ordinateur même, il ne sait pas même le petit dictaphone là, il ne connaît pas comment on l'utilise. Eh bien, il va faire le terrain comment? Nous avons vu, même quelqu'un qui est caméraman ou camérawoman, avant de quitter sa rédaction, il ne sait pas vérifier est-ce que la batterie est en place, est-ce qu'il ne sait même pas faire ça, alors qu'il est licencié en SIC, par exemple. Vous voyez? Donc, dans cette question que notre ami Primo venait de dire, il y a à boire et à manger. Ça, c'est un. Là, je ne dis pas parce que le professeur est avec nous. Il y a aussi le défaut aussi de nos professeurs. Le professeur peut dire, bon, il peut aller faire son stage quelque part, donc c'est là où on va l'apprendre. Or, c'est lui, son rôle, c'est de l'enseigner. C'est pas pour nous dire, il est enseignant, il doit apprendre à l'étudiant. Et si je dis, il y a à boire et à manger, et l'étudiant a des heures de ce côté, et les professeurs même, voilà. Oui, mais est-ce qu'on peut se dire que c'est peut-être l'empirisme d'une habitude qu'on avait déjà en nous? Vous vous rappelez, l'autre fois, les journalistes venaient en reportage avec un preneur de vue, un cadreur. Il était accompagné d'un éclairagiste
et puis d'imprimeurs de son. Il y avait une équipe de 6 personnes comme ça qui devaient pour un seul reportage réaliser l'image. Ce n'est pas cet empirisme-là, cette habitude-là qui est restée en nous et à laquelle nous ne voulons pas nous séparer. Je pense que le professeur Edifoli peut vous donner la réponse. Et pour qu'on en arrive là, il faut une formation. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel. L'empirisme, c'est vrai. Nous pouvons apprendre en faisant. Mais la théorie est importante. Il y a les B.A.B.A. qu'il faut apprendre pour se construire. On sort de l'université, on vous donne les bases de votre évolution. Vous ne pouvez pas venir avec ces choses-là parce que lui-même, le directeur de la boîte ne connaît pas ça. Quand est-ce qu'il va financer qui est un éclairagiste, qui est ceci? Je pense que la clé, c'est l'enseignement. Je ne sais pas si le prof Lifoli va me contredire. Je voudrais qu'avant que le professeur Lifoli ne puisse parler, revenir sur la cause. Je ne sais pas, on a l'impression que tout se passe au niveau de l'université, mais c'est à 2 niveaux. Il y a aussi les organes de presse. On est journaliste en tant que théoricien, mais on est journaliste aussi en tant que pratique. Et donc, est-ce qu'il existe des mécanismes qui peuvent faire en sorte que, avant d'opter pour telle filière ou telle autre, il faudrait un certain nombre de critères? Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que quelqu'un qui est en G3, parce qu'il y a une réforme, quand il vient pour les stages, on doit tout lui réapprendre. Ce n'est pas évident. Est-ce que c'était son choix ou bien on lui a imposé le fait qu'il doit faire la science de l'information et de la communication? Ça aussi, c'est un problème. Cette question de réforme, je crois que le professeur Lifoli pourra revenir avec force de détail parce qu'il vit cette réalité-là. Mais aussi du côté des apprenants. Est-ce que, je réponds ce qu'il a toujours aimé dire, le porteur de diplôme. Les diplômes, c'est quoi? C'est un papier qu'on peut fabriquer tout et mettre la mention, n'importe quelle mention. Mais le contenu, c'est quoi? C'est savoir défendre ses diplômes. Pas prétendre détenir les diplômes, mais il faut prouver qui vous êtes par rapport à ces diplômes. Alors, les conditions du travail au niveau de nous, professionnels des organes de presse, ça aussi, ça fait partie des causes. Un organe de presse qui n'a jamais un enregistreur Zoom de dernière génération, comment sera-t-il capable de pouvoir traiter les sons à l'ordinateur quand il n'arrive pas à le faire? C'est déjà un problème. C'est à 2 niveaux, non seulement au niveau de la théorie, au niveau des universités, mais aussi au niveau de nos institutions. Et les radios, la presse, les radios et télévisions sont créées pour des raisons électoralistes, politiques, mercantiles, tout ce que vous voulez. Mais au sens premier du terme de la radio, la télévision, la presse écrite, les médias en ligne, en tout cas, on est à côté de la plaque. Je l'ai dit parce que l'éthique, même si il faut utiliser les outils issus de la technologie nouvelle de l'information, mais il faudrait connaître l'éthique et la déontologie professionnelle, l'éthique qui renvoie la notion de la morale. Tout ce qu'on publie, on va revenir, je reviendrai sur ça quand il faut parler de l'adaptation. Professeur. Oui, je pense que nous avons compris nous tous ceci et j'aimerais d'abord préciser, peut-être pour les gens qui nous suivent ou qui vont nous suivre, qu'ils comprennent qu'ici nous ne faisons pas un procès d'intention, un procès contre le département des sciences de l'information et de la communication, moins encore contre les organes de presse ici. Mais si nous en parlons, puisqu'en fait, nous allons à la source. Et ce sont ces institutions-là qui sont chargées de former les journalistes. Raison pour laquelle nous ne pouvons pas imputer les fautes soit aux organes de presse qui emploient les journalistes qui devaient être formés à l'université, ou moins encore imputer la faute aux journalistes si nous constatons qu'il y a eu des problèmes au niveau déjà soit du programme, soit de la formation. Raison pour laquelle nous commençons à la source, là où on forme. Alors il se pose ces problèmes-là, comme nous l'avons souligné ici, un problème qui pouvait être résolu par la réforme, puisqu'on a évoqué la réforme ici, licence, master, doctorat. Normalement, dans cette réforme-là, on a plus insisté sur la pratique que la théorie. Et c'est à ce niveau-là, si on saisissait l'opportunité, c'est à ce niveau-là où on pouvait corriger ce que nous avons vu avant. Puisqu'il n'est pas dit que quand on forme un journaliste, pour qu'il fasse un reportage, il faut qu'il amène, il soit nécessairement accompagné. Non, il est formé pour être autonome. C'est quand vous faites votre interview,
Et quand vous allez traiter, vous allez choisir ce que vous allez diffuser. Il n'appartient pas au technicien de venir choisir quel extrait vous allez faire passer. Non, c'est vous-même qui devez choisir. Alors, si vous avez ce déficit-là, vous ne savez pas manipuler l'ordinateur, vous n'avez même pas l'ordinateur vous-même, vous n'avez pas un téléphone performant, je pense que c'est déjà une difficulté sérieuse. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas ces problèmes-là de ce que nous avons, les habitudes, non, puisque c'est un problème de formation, puisque quand on forme les journalistes, on les forme pour qu'ils soient lui-même autonomes, qu'ils travaillent à la radio, à la télévision, il doit avoir lui-même prendre les vues, traiter, et bien sûr, il peut se faire accompagner après, mais il ne faudrait pas que cet accompagnement constitue un déficit pour lui. Si le technicien n'est pas là, il n'est pas en mesure de le faire. Je pense à Alexis ici, même au début, quand on était encore dans l'analogique, nous on faisait des reportages nous-mêmes. Vous allez, vous récoltez, vous venez, vous faites même la technique vous-même. Vous diffusez vous-même. Vous n'avez pas besoin de techniciens pour ne pas être pris en otage. Alors, je reviens un tout petit peu par rapport à ces problèmes de difficultés. Il y a la responsabilité qui incombe aussi, puisqu'on a évoqué l'université ici, à l'enseignant. L'enseignant lui-même qui ne veut pas accepter une remise à niveau, l'actualisation de ses connaissances. Ce que nous avons appris à ce moment-là, mais c'est presque dépassé aussi avec les technologies de l'information et de la communication. Ouais, souvenez-vous, on faisait des montages avec des bandes et finalement nous sommes arrivés au niveau des logiciels maintenant et on ira encore très loin avec l'automatisation, l'intelligence artificielle. Et on va chercher à avoir, je ne sais pas, les robots journalistes. Ouais, nous ne sommes même pas encore là, mais si on a déjà des difficultés au niveau de la base, ça pose un problème. Donc c'est que nous enseignants, quand nous nous considérons comme des bouteilles pleines, il n'y a plus rien à mettre, ça pose un problème d'adaptation aux technologies de l'information et de la communication, d'adaptation à l'évolution de la science. La même chose pour les étudiants, les apprenants. Ils refusent d'apprendre. Voyez, nous sommes dans une conférence ici. Les gens qui n'ont même pas le temps de venir écouter et partager avec les autres. C'est déjà un problème sérieux, le refus d'apprendre. À l'université, le programme arrangé à ce qu'on ait un cours d'anglais et un cours d'informatique. Informatique de première année jusqu'en dernière licence. Mais si ces cours d'informatique étaient bien orienté, par exemple, en sein de l'information et de la communication, on oriente dans le traitement, la connaissance, l'utilisation des logiciels, ainsi de suite, ça allait être aussi un problème. Moi, je pense qu'on devait aussi tenir compte de matériel. À mon avis, un étudiant inscrit en sein de l'information et de la communication ne pouvait pas manquer un ordinateur. Parce que qu'est-ce qu'il va faire avec le cours d'informatique? Il ne pouvait pas manquer un enregistreur lui-même, une caméra, un dictaphone. Il ne pouvait pas manquer lui-même, s'il n'a pas d'ordinateur, ne fût-ce qu'un téléphone Android ou un téléphone performant pour combler ces vides-là. Je pense que ce sont des conditions minimales qui devaient déjà être exigées à ceux-là qui veulent faire les sciences de l'information et de la communication pour faciliter la tâche à l'institution. Jean avait quelque chose à ajouter. Oui, par rapport à ça. je voulais un peu reprendre M. Alexis. C'est le professeur qui a parlé, quand il parle des responsabilités, c'est vrai. Mais on ne demande pas, le prof Lifoli vient de le dire, on ne demande pas aux gens d'être des Superman. Nous avons tous, même à ce niveau, nous avons des lacunes. Mais ce qu'on a dit, j'ai beaucoup aimé le mot remise à niveau. Puisque l'Internet lui-même, c'est une école. On trouve tout dedans. Il suffit de poser la question simple. Comment monter une vidéo de tel format? Vous avez la réponse. C'est ce qui me donne l'occasion de parler de l'adaptation. Pourquoi il faut s'adapter? Il faut s'adapter à la nouvelle façon de procéder, de traiter l'information au départ, dans les rédactions, n'est-ce pas? D'aller sur terrain, de récolter les données, et ces données, on les récolte sous plusieurs formes. Multimédia. Vous prenez le son, vous prenez les images, qui sont de deux sortes, l'image fixe et l'image mobile. Vous prenez aussi les bruits, vous prenez aussi des notes. C'est ce que vous allez traiter. C'est là que je donne raison au prof Lifoli, sinon la maison n'aura pas assez d'argent pour payer tout ce monde. S'il faut quelqu'un pour le son, quelqu'un pour la photo, quelqu'un pour ceci, ça ne marche pas. C'est pourquoi il y a les DSLR, qui sont une sorte des appareils réflexes qui sont à la fois auxquels il faut s'adapter. Parce que les DSLR, ça prend le caméras son, et ça prend la des photo, photos. Ça prend la vidéo. Ça veut dire, quand vous revenez, maintenant, le problème qui se trouve, là, je donne raison à Alexis, il faut que même l'enseignement s'adapte à ce qu'on appelle aujourd'hui le storytelling. Aujourd'hui, raconter une histoire, ce n'est plus dans les formats anciens, de façon carrée. On peut emprunter là, mais aujourd'hui, c'est seulement savoir raconter une histoire. Ce qu'on appelle le storytelling. Est-ce que les gens s'adaptent? Et dans le storytelling, du moment que vous avez ces 4 matières,
vous devez savoir les agencer. J'ai mon texte, comment je raconte mon histoire, en même temps en écrivant, en même temps en y mettant une photo, en même temps en y mettant une vidéo. C'est tous les problèmes. Si nous ne faisons pas ça, nous n'y arriverons pas. C'est pourquoi vous voyez les gens, là où je ne suis pas très d'accord, on n'a pas besoin d'une caméra aujourd'hui pour traiter la vidéo. Il y a des sites tutoriels où vous téléchargez une vidéo, vous faites un exercice. Il y a même des paquets compressés qu'on dit zip, où on vous dit, l'enseignant vous dit, prenez ce paquet-là pour faire l'exercice. Prof Lifoli, même pas l'université, il y a aujourd'hui des cours en ligne. Vous payez votre argent, n'est-ce pas? Vous avez les cours en ligne pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'apprendre ça à l'école. Donc, quelque part, il faut créer une dynamique, il faut en parler, comme on dit. On ne fait pas le procès à personne, mais il faut vraiment qu'on en parle pour que tout le monde prenne conscience de ça. Sinon, Prof Lifoli, Alexis, M. Ramazan, vous savez, le problème, c'est quoi? Les autres médias sont en train de nous doubler. Vous comprenez? Les autres médias sont en train de nous doubler. Quand il y a des grands événements, on ne prend aucun journaliste de Kisangani. Là, je suis au niveau maintenant des conséquences. On vient avec 20 journalistes de Kinshasa. Qu'est-ce que nous nous disons? On ne nous aime pas. On ne fait pas ceci. Je vais chuter par ceci, monsieur le modérateur. Je me rends compte que même des caméramens sont devenus des journalistes. Et la rédaction laisse passer. Parce que la première arme du journaliste, c'est la langue. Des gens qui ne maîtrisent aucune langue, qui sont en train de publier. Et on les appelle, la rédaction les envoie. Et ça fait que quelque part, les gens n'auront plus besoin d'étudier ces choses parce que c'est facile pour eux, sans rien, hein, Prof Lifoli, qu'ils soient considérés comme des journalistes. C'est un appel que je lance à l'UNPC qui donne des cartes à tout le monde. Voilà. On va aborder l'aspect... je ne sais pas, doyen Ramazani. Je voudrais, pour ne pas perdre le fil d'idée, allez-y. Je voudrais, si je peux ou je pourrais, n'est-ce pas, parce qu'il a déjà abordé la question relative à l'adaptation. Oui. L'adaptation suppose capacité de s'adapter aux changements nouveaux. Oui. L'adaptation suppose aussi le moyen pour s'adapter, être à la page. Est-ce que déjà, lorsqu'on parlait de l'état de lieu, on s'est rendu compte tout de suite que dans différents... On a commencé par l'université, il existe, en tout cas entre guillemets, les studios-écoles. Mais ces studios-écoles disposent-ils de matériel, des outils? Je ne pense pas. Quand vous venez du côté des organes de presse, c'est du pareil au même. Alors, est-ce que, posez-vous la question, je parle de CCTV, hein? Est-ce que CCTV a une page Facebook? Oui, nous avons une page Facebook. Est-ce que vous avez un site YouTube internet? Autant, si vous en avez, est-ce que les autres? Et c'est vrai. Encore faudrait-il savoir si vous êtes capable de produire, de loger, d'alimenter ces pages Facebook, ces sites-là. Est-ce que vous avez cette capacité? Voilà autant de questions que nous devons nous poser pour ce qui est de l'adaptabilité. Alors, on est loin, hein, on est encore loin d'y arriver. Il nous faut beaucoup d'efforts. J'ai discuté avec un ami journaliste, il m'a dit, vraiment, il y a beaucoup d'efforts à conjuguer pour y en arriver. Parce que déjà, loger, faire nourrir un site, ce n'est pas une petite entreprise. Il faut avoir la compétence pour le faire. Je n'ai pas encore parlé, je parlais. Professeur, il faut être en train de me regarder avec envie de parler. Oui, vous avez l'avantage d'avoir commencé le média alors que les technologies de l'information étaient pratiquement embryonnaires ou n'existaient pas. Vous avez évolué, je crois que vous avez vu toutes les générations des journalistes qui sont passés. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de technologie de l'information et de la communication. Quelle est la part du promoteur de médias dedans? Est-ce que les promoteurs de médias concourent à ce que ces médias-là puissent se procurer le matériel adapté à cette évolution ou qu'est-ce qui se passe exactement? Vraiment, c'est une bonne question. Hein, c'est une bonne question. Vous savez, et nous, quand on a commencé le média, on ne mettait qu'à notre disposition, par exemple, Radio Liberté, par exemple. Donc, on nous a doté en donnant seulement un dictaphone. Et à part le dictaphone, c'était tout. On ne te donne rien. Alors, le dictaphone, ce n'était pas le dictaphone moderne comme nous l'avons maintenant.
Donc là, c'était le dictaphone là, avec des boutons, hein, avec des bandes cassettes. Moi, je m'en souviens une fois là, quand on faisait les journaux, les journaux, on a les éléments dans ces dictaphones-là. Bon, il n'y a même pas moyen de monter, dire que non, on peut faire le montage pour que les journaux passent. Donc, au moins, on disait, il faut caler. Donc, quand vous enregistrez, vous arrivez à la station, donc il n'y a même pas de traitement. Donc, vous traitez sur place. C'est-à-dire, quand vous voulez diffuser, allez, vous appuyez, paf, ça s'arrête. Et écoutons Monsieur X qui va parler. Allez, vous relâchez. Donc, le promoteur n'avait même pas l'idée de vous acheter. Jusqu'aujourd'hui, au moins, parce qu'il y a, c'est que notre ami commençait à faire là, Jean commençait à faire, donc, la nouvelle technologie de l'information et de communication, c'est alors qu'on amène des informations. Or, le rôle d'un journaliste, c'est récolter, traiter et diffuser. Mais à l'époque, on ne traitait même pas l'information. Donc ça venait comme ça, et comme brut, ça passe. Revenons à votre question là, vous avez dit, est-ce que les promoteurs, depuis jusqu'aujourd'hui, bon peut-être c'est d'aujourd'hui, hein, c'est d'aujourd'hui, ils commencent à vous doter, ils vous donnent, il sait que bon, ils vous posent la question, vous en tant que responsable de la chaîne, vous dites, ben, pour bien fonctionner, vous avez besoin de quoi? Vous dites, voilà, j'ai besoin de l'ordinateur, j'ai besoin d'une caméra, j'ai besoin de quoi? De dictaphone hein, moderne. Voilà. S'il a une bonne foi, il vous donne. Mais si vous vous achetez de vous-même, il va vous dire, mais pourquoi des dépenses comme ça? Ils oublient que c'est à partir de cela qu'on donne la vraie information. Voilà, c'est par rapport à ce que vous avez posé comme question. Jean, vous êtes dans le domaine directement. Les plateformes que mon ami Alexis Balingui venait d'évoquer ici, est-ce que les promoteurs sont prêts à l'emplacement, à l'installation, au logement de ces plateformes-là pour que ça bénéficie aux médias? Ils ne sont pas prêts, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas de compétition, c'est-à-dire tout ce que les gens font, hein, Prof Lifoli, c'est admis. Il n'y a pas même de critiques. Je pense même cette émission, on va la critiquer. On penserait que les gens n'aiment pas la critique. Quand des gens gagnent de l'argent sans rien, pourquoi achèteraient-ils du matériel? Quand ils montent la vidéo d'une manière quelconque, et celui qui la regarde, le concerné dit c'est waouh, pourquoi il achèterait du matériel? Mais il faut créer une dynamique de sorte que les gens, les consommateurs, commencent à s'adapter à des contenus de qualité pour qu'ils critiquent les contenus qui sont faits d'une manière quelconque. Là, ça va aller, ça c'est de un. Des deux, il y a beaucoup de promoteurs, nous travaillons en ordre dispersé. Il y a combien de sites internet ici? Mais chaque site n'a qu'une seule personne à la rédaction. Vous vous rendez compte? Alors qu'on devait être plusieurs personnes à travailler sur un site. Comme ça, on répartit les tâches et on met les moyens dans la cagnotte. On pourrait dire, voilà, aujourd'hui on achète un téléphone, demain on achète un trépied, après demain on achète ceci, cela, et on produirait un contenu de qualité. Là où il n'y a pas de filtre, je me rappelle quand moi je suis arrivé à la RTA, Alexis aussi, moi je faisais le Swahili et l'Ingala, Lifoli, quand il n'était pas encore professeur, c'est lui qui est devenu, lui il faisait le français, mais rédacteur en chef. Votre papier ne passe pas s'il n'a pas vu. Des fois, on était obligé de le suivre là où il est, avec le papier, s'il n'est pas à la station. C'est comme ça que nous nous sommes améliorés. De la perfection. C'est comme ça que nous nous sommes améliorés. Je me rappelle, après Lifoli, je pense que c'était André Kitenge. C'était un consortium. Il y avait André Kitenge, notre... Avant, c'était Deschartes Menga. Deschartes Menga. Oui. Et puis, il y a eu un collège qui faisait que nous, on s'est pliés. De sorte qu'aujourd'hui, je suis content. Parce que ce que j'ai appris là, c'est qui fait la base de ce que j'apprends. Et ça me permet de faire la remise à niveau. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Quelqu'un qui ouvre son compte Facebook, il est libre. Il publie ce qu'il publie et tout le monde félicite. Maintenant, la conséquence, c'est quoi? On commence à écrire les informations pour la cible et non avec pour tous les le méandres, public. ça veut dire tous les contours des fautes commises. Non, il y a une tolérance abjecte qui fait qu'on ne peut plus s'améliorer. Une tolérance abjecte, vous avez suivi le mot. Voilà. Alexis avait quelque chose à ajouter par rapport à ça. Je crois que je l'avais dit, parce que vous avez bien posé la question, la part
de responsables de médias. En tout cas, c'est une entreprise de médias. Lorsqu'on veut créer une entreprise, on doit réunir tous les moyens. Quels sont ces moyens? Les moyens matériels. Les moyens matériels, cela suppose qu'on on doit évoluer avec les changements. On ne doit pas rester statique. On doit évoluer. Et donc, quand vous voulez créer une radio ou une télévision ou une presse écrite, à proprement parler, vous devez tenir compte du fait que vous avez le matériel. Et pour ce qui est de l'audiovisuel, vous avez l'émetteur, vous avez tout ce que vous savez, et même entrevoir la possibilité d'un groupe électrogène pour un courant continu. Il n'y a pas de radio, il n'y a pas de télévision sans électricité. Ça n'existe pas. Alors, vous dites, je suis X, monsieur, j'ai créé la radio. Eh bien, ça, c'est manque de respect parce que vous avez un grille programme alimenté et du coup, vous commencez à interrompre, les gens ne sont plus au rendez-vous parce que vous n'avez pas tenu compte du fait que vous devez réunir tous les moyens matériels. Cela ne suffit pas. Encore faudrait-il avoir les moyens humains. Les moyens humains, ce n'est pas n'importe qui qu'on doit prendre pour travailler la radio. Un journaliste, c'est un monsieur qui doit avoir un certain bagage, une culture générale. Mais pour ce faire, il doit être au préalable formé. J'insiste sur le fait que l'éthique et l'anthologie, si vous ne l'avez pas, vous êtes à côté de la plaque. Et ça, c'est la spécialité des folies. Vous, comment vous pouvez créer une radio sans que les gens soient formés? Ça, c'est une deuxième chose. Troisième chose, le moyen financier. C'est là où ça dénature tout. On est journaliste, on est acheté. On est journaliste, on ne peut pas passer l'information parce qu'on n'a pas payé. On est journaliste, on s'arrange du côté des fanatiques que d'être journaliste objectif. Il faut avoir des moyens pour remédier à la question de précarité des journalistes, pour qu'ils viennent à tout moment demander. Il y a des gens, des journalistes que j'appellerai comme ça au passage, pique-assiette. Ils viennent juste pour demander, il y a des transports. Hein? On a déjà envoyé la liste. Vous voyez, tout ça, si vous voulez être professionnel et avec les outils de technologie nouvelle d'information, mais il faut être compétitif. Comment on va vous lire, vous connaître à travers le monde, une fois connecté? Tout ce matériel, tous ces outils, une fois connecté à l'Internet, c'est le boulevard de l'information. Et je ne sais pas si on parlera aussi des questions de la régulation ou le règlement. Et ça, je vais revenir. Donc, les responsables des médias doivent changer leur comportement par rapport à la création. Ce n'est pas parce qu'il y aura élection demain qu'on va faire la va-vite pour mettre en place une radio. Et une fois les élections passées, terminées, on tourne le dos. Et les journalistes qui sont là, on ne signe pas de contrat. Bon, il y a beaucoup de choses à dire hein, qui font que les gens deviennent médiocres. Ça, c'est l'aspect socio-environnemental. Professeur, vous avez un avis par rapport à la responsabilité des promoteurs? Oui, je pense que s'il y a des gens à arrêter, à mettre en prison, puis ce sont ces gens-là qui sont à la base de la détérioration de la situation que nous sommes en train de voir au niveau des médias, ce sont les promoteurs. Si aujourd'hui il y a prolifération de ce que nous appelons médias aujourd'hui, c'est à cause de ces promoteurs-là qui créent des radios, des télévisions, des journaux, ainsi de suite, pour des raisons principalement idéologiques, mais aussi alimentaires. Idéologiques, soit pour sa promotion personnelle sur le plan politique, idéologie politique, soit une idéologie religieuse. Vous voyez, alors ces gens-là ont fait en sorte que nous puissions avoir une prolifération des médias avec les journalistes qui sont abandonnés à eux-mêmes, sans moyens, sans contrat, tout sans matériel, ainsi de suite. Et aujourd'hui, ils sont crucifiés. Et pourtant, c'est à cause de ces promoteurs-là. Et l'État laisse faire. Et aussi, l'aspect alimentaire. Comme nous n'avons pas d'emploi, c'est tout le monde maintenant qui devient promoteur. À chacun son média. C'est tout le monde, surtout avec les médias en ligne maintenant, mais en tout cas, c'est tout le monde qui devient promoteur. Vous voyez un peu la prolifération. Tout ça, en tout cas, à mon avis, ce n'est pas pour informer, c'est pour les deux raisons ici. Soit de soutenir les idéologies politiques, soit des idéologies religieuses, soit pour s'alimenter. Vous voyez, pour manger. Alors, en tout cas, ce sont des médias alimentaires
qui sont en train de créer les problèmes et dérouter les gens ici à Kisangani. Professeur, excusez, c'est pas par excusez. hasard dû, vous allez répondre, doyen Ramazani, c'est pas par hasard dû au fait que la plupart de ces promoteurs ne sont peut-être pas des professionnels de médias. Est-ce qu'il y a une corrélation par rapport à ça? Pas tellement. Puis s'ils ne sont pas professionnels, ils pouvaient recourir aux experts. Il y a des experts qui sont là. Des experts qui sont là, qui peuvent leur prodiguer des conseils. Voilà, vous voulez créer un média? Voilà les conditions minimales, tout ça. Voilà, il faut former, il faut prévoir ceci, il faut prévoir cela. Puis en fait, c'est une entreprise que vous lancez. Quand vous lancez, vous n'avez pas demandé aux journalistes que chacun amène un dictaphone, un ordinateur. Non. Vous créez d'abord le minimum de conditions. Et alors, quand les gens vont venir, ils vont travailler. Et avec le temps, s'ils ne se forment pas en ligne, comme Jean a dit ici, puisque nous sommes dépassés par les technologies de l'information et de la communication, c'est à ce moment-là que vous allez leur imputer la responsabilité. Mais au départ, à la base, c'est le promoteur qui doit tout mettre en œuvre pour que ceux qui vont venir travailler avec lui trouvent bénéfice des conditions minimales de travail. Oui, c'est les promoteurs, comme a dit le professeur, c'est vrai. Et il y a aussi l'État congolais. L'État congolais également, mon frère. Parce que comment l'État peut tolérer que tout le monde, parce qu'il a acheté son émetteur, il vient avec, il trouve, il passe, donc sans même aller voir l'État, sans même voir le chef de division ou bien tout ça, ou bien le ministre, tout ça, bon, sans même montrer le cas des... Non, il vient seulement, il installe sa radio, il met l'antenne, il met les supports, tout ça, et il recrute les gens sans même voir qui est-ce que je peux et engager pour travailler. Donc quelqu'un qui dit non, ben je suis journaliste, oui, bon, et vous parce que vous ne voulez pas à ce qu'il y ait les gens qui peuvent réclamer l'argent, vous dites bon voilà, je vais travailler avec ce monsieur, il ne va pas me demander. Donc vous prenez peut-être les gens de votre famille, vous prenez l'enfant, le cousin, nièce, tout ça, vous le mettez là-bas pour travailler. Alors ils ne vont pas vous demander parce qu'ils logent chez toi, ils mangent chez toi, tout ça. L'État aussi devait faire quelque chose. Avant de monter soit sa chaîne de télévision, bien des radios, que tu puisses remplir quand même les conditions. Que tu puisses remplir les conditions pour qu'on puisse te donner au moins l'autorisation de faire... Jean Foundi, apparemment, vous esquissiez un mouvement par rapport à la corrélation entre le fait que les promoteurs de ces organes de presse-là ne soient pas des professionnels de médias. Parce que je pensais... c'est vrai que les uns, c'est un tout petit peu moins de responsabilités que d'autres, mais je pense que les responsabilités sont partagées. Parce qu'il y a même des professionnels des médias qui se comportent comme des non-professionnels. Ce que monsieur le professeur de Folie disait, quand il va chez l'État, l'État lui donne tout l'argent pour monter un média, il en devient le promoteur, et vous sentez tout de suite que ça devient ce que moi j'appelle des radios et des télévisions mégaphones. On ne traite plus rien, à longueur de journée, on ne parle que de la personne X. On les sent qu'ils font ça. Ce sont des caisses de résonance. Des caisses de résonance. En fait, c'est là où je reviens à Alexis qui évoquait l'éthique. En fait, peut-être nous ne connaissons pas les rôles que nous devons jouer. Nous ne savons pas notre force, le quatrième pouvoir. On nous a infiltrés. Il y a ce travail-là qu'il faut faire. Le prophète Folie est très modeste quand il parle pour des raisons idéologiques. Non, il faut dire qu'on a infiltré le quatrième pouvoir parce qu'on connaît, si on le laisse travailler en tant que tel, il va nous rendre un mauvais service. Et les gens nous infiltrent, et les professionnels et les non-professionnels ont mordu à l'hameçon. Je ne peux pas comprendre, je vous donne un exemple simple. Moi, je lis les sites de Kisangani. Il y a tellement de fautes de français, de syntaxe, et même de structure d'articles, mais ces articles-là passent. Et ces gens-là sont appelés en priorité. Quand il y a une liste, c'est eux qu'on appelle avant tout. Vous comprenez? Ce sont des personnes qui sont favorables. On nous a infiltrés. Ça dit entités. quelque part, il y a un agent qui est en train de détruire la presse. Pas seulement au niveau provincial, même au niveau national. Et cette infiltration, ce que vous dites, les à-coups, les contre-coups de ça, c'est ça. On ne veut pas réformer l'enseignement, on ne veut pas contrôler les médias, on ne veut pas même l'UNPC, regardez notre UNPC. Maintenant, vous venez avec l'argent, on vous donne la carte. Sans rien savoir de vos capacités, tout le monde peut acheter la carte. Et ça fait que les responsabilités, j'en finis là, elles sont partagées. Magloire soit avec nous pour pouvoir échanger par rapport à ça. Malheureusement, il est appelé à d'autres tâches, il s'était excusé. Mais c'est un constat. C'est un constat que il faut définir. Non, ce n'est pas pour accuser les gens, c'est pour dire que mettons du sérieux. Puisque
plus nous laissons ces gens-là nous infiltrer, et voilà, la difficulté est là. D'accord. Avant de continuer, est-ce que dans le public, il y a quelqu'un qui a un avis à émettre par rapport à ça? On lui donnerait le micro et puis il se présenterait. Passez-le le micro, s'il vous plaît. Image. Ouais, nous sommes en direct, hein. Vous allez constater certains temps morts, ne vous gênez pas pour ça. Merci pour la parole. J'admire vraiment tout ce que vous aviez à développer ici. Il y a un aspect qu'on a oublié. Vous n'avez pas dit votre nom, hein? Achille Bofoya, secrétaire de rédaction à l'Agence congolaise de presse. Ok. Et là, moi, je suis un praticien. Il y a une difficulté, je reviens au niveau des ressources humaines, parce qu'on est déjà au niveau des promoteurs, tout ça. Au niveau des ressources humaines, je vois les apprenants, les gens qui viennent des universités, là on organise les cycles. Il y a une difficulté que vous avez, bon, peut-être ça vous a échappé un peu. La plupart, je ne sais pas si je me trompe, la plupart des étudiants qui viennent des cycles, qui sont versés sur le marché ici, se sont orientés vers l'information, la communication des organisations. La plupart. Peu nombreux se sont orientés vers le journalisme. Peu nombreux ont fait le journalisme à l'université. Et ce sont ceux-là qui viennent aussi ajouter les problèmes, les difficultés, n'est-ce pas, dans les médias. Moi, j'ai reçu beaucoup d'étudiants, qui viennent des universités ici. J'ai des difficultés pour les encadrer, vous voyez. Et il y en a, parce que moi, je n'ai pas fait les cycles, je fais les sciences historiques, mais carrément, on me conteste. Quand j'oriente et je donne des remarques et tout ça, non, on me conteste. Le refus des changements, le refus d'apprendre, vous voyez. Et ce sont ceux-là qui créent des problèmes. Moi, j'ai étudié avec beaucoup de nos amis qui ont fait les cycles, avec qui on a eu beaucoup de cours, de troncs communs. Mais quand nous avions terminé, il n'y avait que 2 ou 3 qui s'étaient orientés vers le journalisme. Je peux citer le feu Rex Yenga, il y a le feu Madame Cécile, tout ça. Il n'y avait que les 2 là que j'ai connus à l'université, qui se sont orientés vers... Tous les autres sont partis vers la communication des organisations. Il faudra que l'on puisse voir cet aspect-là. Bon, il faut se dire qu'il y a un marketing qui est fait par rapport à la communication des organisations dans les milieux universitaires. Non, je ne vous coupe pas, mais vous voyez ce qu'il a dit, c'est de dire au niveau du curricula, ils suivent les cours pour la communication. Quand ils viennent sur le marché, ils se font journalistes. Il y a ça aussi. Et aussi, il faut connaître que quand on avait commencé le département des sciences de l'information et de la communication, il y avait très peu d'enseignants journalistes. Vous voyez, comme il n'y avait pas de journalistes comme enseignants, il n'y avait pas de docteurs en sciences de l'information et de la communication, pas même de licenciés. Il s'est fait que les gens qui se sont retrouvés à ce moment-là ont essayé, pour esquiver la question journalistique, ils ont plus orienté les étudiants vers la communication des organisations. C'est peut-être la même chose aussi si vous allez au département des sciences politiques. Et voilà, vous trouverez beaucoup de gens, on oriente dans les sciences administratives, mais quand ils terminent, ils veulent faire les sciences politiques. Donc c'est ça la situation, c'est ça la difficulté. Alors je pense qu'avec le temps, ils vont prendre conscience. L'important, c'est ce que nous avons dit ici, accepter la remise en question. Ces gens-là, ils font prévaloir le titre inutilement et pourtant, sur le plan pratique, il y a un problème sérieux. L'important, ce sera que ce soit les apprenants, que ce soit les formateurs, que ce soit les promoteurs de médias, d'accepter une remise en question, de ne pas s'opposer, de ne pas refuser les changements. Parce que ces changements qui arrivent, ils risquent de nous emporter si nous ne pouvons pas nous adapter. Avant qu'on aborde le dernier aspect, Alexis, vous parlez et puis on prend dans le public Redim Boli qui voudrait réagir. Voilà. J'avais parlé de cette question d'orientation au début. Est-ce qu'il y a des critères qui entrent en jeu pour que l'on embrasse telle ou telle filière? Je crois que le professeur Livolet avait dit qu'il y a eu des réformes. Mais je suis content, prof, d'apprendre que dans LMD, c'est du pratico-pratique. Il y a beaucoup plus de nombre d'heures de cours réservés à la pratique. Mais il y a aussi un désintéressement de votre côté, vous, les enseignants, les corps enseignants. Mais aucun professeur ne vient suivre. Enfin, pour les gens que nous recevons chez nous, je n'ai vu aucun professeur qui fait les suivis de ces stages-là. Et peut-être que les jours où ils viennent, moi je ne suis pas là. Voilà pourquoi les élèves ou les étudiants
doivent toujours, quand ils aiment la chicotte, il faut toujours un professeur qui fait le suivi. Sinon, tout ce qu'il raconte là, c'est du plagiat. C'est vraiment du plagiat, professeur. Oui, par rapport à ce que vous dites, Alexis, il est prévu pour le stage dans le nouveau programme, la signature d'un contrat entre l'université et les entreprises, tout ça qui doivent recevoir les étudiants en stage. Et c'est ces contrats-là qui doivent déterminer ces mécanismes de suivi. Puisqu'en fait, il y a beaucoup de temps pour le stage, des stages d'imprégnation et des stages professionnels. Et c'est dans ces contrats-là qu'on devait faire. Vous comprenez, la réforme a été lancée comme ça, on n'a pas tout maîtrisé comme le contour. Je pense qu'à partir de l'année prochaine déjà, lors des conseils d'université, nous allons suggérer qu'on arrive à cette possibilité-là, qu'avant que les étudiants aillent en stage, qu'on signe ces petits contrats-là entre les maisons de presse, par exemple, ici, et l'université, pour qu'il y ait ce suivi, pour qu'en fait, on considère aussi les points qui seront donnés aux étudiants lors des stages. Puisque pour l'instant, on ne tient pas compte de ça, puisqu'on sait un peu que c'est la légèreté, corruption, favoritisme, ainsi de suite. Mais s'il y a ce contrat-là, je pense que les organes de presse seront conscients de responsabiliser les maîtres de stage qui vont travailler en collaboration avec les professeurs qui sont chargés de ces unités d'enseignement pour que le stage professionnel soit vraiment quelque chose de très important pour l'étudiant. Et si l'étudiant esquive, quand le maître vient vérifier sur le terrain, que le maître dise que lui n'était pas venu. Prélever les présences, les comportements, ainsi de suite. Je pense que ça, c'est prévu et c'est ce qui sera fait à partir des années qui suivent. On prend 2 interventions dans le public et puis on revient aux panélistes. Redimboli, qu'est-ce que vous aviez à nous dire par rapport à ça? Merci beaucoup pour la parole accordée. Je suis Redimboli, journaliste à la Radio Liberté CCTV. J'ai suivi toutes les interventions, la problématique soulevée et aussi certaines pistes de solutions que vous tâtez de donner. Je suis licencié en journalisme et politique extérieure à l'université de Kisangani. Tous les problèmes que vous avez évoqués, c'est vrai. Vous aviez dit la responsabilité est partagée. Les étudiants et les enseignants aussi ont leur part des responsabilités. Mais moi, je dis la faute revient plus aux enseignants. Je m'explique. Lorsque nous avions commencé en G1 jusqu'à G3, on n'a jamais fait de pratique. Pourtant, il y a tout un département qu'on a adopté. Et aussi, les enseignants qui nous enseignent, ce sont plus que les enseignants qui ont fini en communication. Je me rappelle, à la fin de l'année, en G3, un assistant nous dit, il demande qui va faire le journalisme. Nous avions soulevé les mains, il nous dit, n'allez pas faire le journalisme. Vous allez vous promener, il n'y a même pas de transport, le soleil, tout ça. N'allez pas faire le journalisme. On s'est regardé avec les amis. Moi, personnellement, je m'étais découragé. Mais mes amis m'ont dit que non, tu n'as pas choisi le journalisme pour cet assistant. Vous allez voir que les enseignants qui nous donnent cours eux-mêmes ne savent pas écrire un papier. Comment est-ce qu'ils vont nous apprendre comment écrire un papier? Nous faisons les stages, aucun suivi. Aucun enseignant passe pour vérifier comment se passent les stages. Et les points qu'on obtient au niveau des stages, quand on amène ça au niveau de la faculté, on nous attribue d'autres points. À notre grande surprise, vous allez voir quelqu'un qui ne se donnait même pas pendant les stages, mais c'est lui qui obtient beaucoup de points par rapport à celui qui se donnait. Donc la responsabilité revient aux universités et aux enseignants. Moi, j'ai fini, j'ai appris à traiter les sons, pas à l'université, mais dans le monde professionnel. Donc la faute revient plus aux enseignants. Malgré la réforme avec le système LMD, nous constatons également qu'il n'y a pas de pratique aussi. Merci beaucoup. Voilà, on prend un 2e intervenant et on revient aux panélistes. Voilà, je suis Jean-Trésor Botolomé, directeur de programme de la radio Télé Évangile Éternel, la RTE ici. Nous émettons en modulation de fréquence la 87.8. Nous sommes à la Poste. Je suis très content parce que je suis devant ceux-là qui m'ont donné le goût de faire le journalisme. À l'occurrence, Alexis Balingui, Jean-Foundi Paramoto, pour ne citer que ces deux-là. Alors, à voir ce qu'ils sont en train de dire ici, moi j'ai trouvé que la meilleure des choses à faire,
c'est de réveiller plutôt l'État congolais, comme l'a dit M. Rabé Ramazani, mon confrère, et aussi l'une des personnes qui m'ont donné aussi les goûts de faire le journalisme. Donc, l'État congolais doit d'abord ancrer ce qu'on appelle la vigilance. Avant que quelqu'un puisse ouvrir sa chaîne de radio, de télévision, quoi que ce soit, il doit d'abord avoir des documents qui peuvent lui donner cette possibilité-là. Aussi, l'État congolais doit faire l'autopsie des maisons de médias qui, certainement, ont déjà eu à exploiter, ont déjà eu à travailler durant beaucoup d'années. Pour faire des séances de travail avec les promoteurs des maisons de médias, leur parler de l'importance des médias et surtout rappeler aux promoteurs de médias que, hormis le matériel que doivent posséder les journalistes sur le terrain pour faire les reportages, là je vais joindre Alexis Balingui qui a parlé sur les genres journalistiques. Je prends les cas des reportages. Les journalistes, à part sa langue, comme l'a dit Jean-Fout Kiparamoto, n'a pas de matériel. Et pas, à part le matériel de travail, même pas les carnets ou les stylos, il n'en a pas. Et à combien de fois plus forte raison les dictaphones et consorts, il n'en a pas. Alors, il faudrait que les promoteurs puissent organiser les formations et des formations autour de la production radiophonique, autour des ABC de journalistes en général. Ça va beaucoup plus aider à ce que les choses puissent s'améliorer. C'est ça un peu ma contribution. Et aussi l'État congolais, certainement, doit prendre ses responsabilités pour que les choses puissent aller de l'avant. Merci beaucoup. Vraiment, c'était une grande contribution par rapport au débat. Vous avez suivi, le problème est majeur par rapport à ce que nous évoquons ici. Professeur, il faut lire votre avis par rapport aux interventions du côté du public. Bon, ici, je ne voudrais pas évoquer la responsabilité de l'État ici, puisque si je l'évoque, ça risque aussi de constituer un faux fuyant pour nous enseignants, puisqu'il y a quand même le minimum que nous pouvons faire pour aider les étudiants même sans moyens. Puis, vous voyez, la vraie raison, c'est pourquoi nous sommes très mal payés, comme ça. On ne revient pas sur ça, parce que quand vous voyez ce qu'on nous donne, ce qu'on donne aux gens qui applaudissent, qui font ça, tout ça, bon, ça n'a pas commune mesure. Mais au moins, nous reconnaissons notre responsabilité, comme nous avons dit ici. Il faudrait que nous puissions mettre à profit. Puisque ce que nous faisons, c'est de l'apostolat. Vous voyez, c'est Dieu qui nous a donné l'intelligence et la sagesse pour que nous puissions transmettre ça un tout petit peu aux autres. Et comme pour le cas de médias ici, nous avons cette responsabilité-là de transmettre le peu que nous connaissons, partager ça avec les apprenants qui viennent nous remplacer. Aujourd'hui, nous parlons ici, mais demain, ça ne sera plus nous. Nous sommes en train de leur donner le goût. Alors, ce que moi je dois dire, c'est insister sur le fait que les apprenants doivent avoir le souci d'apprendre. Apprendre, parce que s'ils se considèrent comme des bouteilles pleines, s'ils sont là simplement pour démontrer aux gens que moi j'ai fait le journalisme ici, en Europe et partout, j'ai eu tel diplôme, mais pourtant sur le plan pratique, c'est également l'art. Le journalisme, c'est l'art aussi. Et au niveau de l'art comme artiste, il n'est pas intéressant. Je pense que nous allons continuer à produire des diplômes, mais nous n'aurons pas des journalistes de qualité sur le terrain. Je termine par cet exemple-là. Moi, j'avais commencé à la RTA et j'étais licencié. Et je pense qu'Aliane également était là, il était licencié. Nous étions Jean-Bernard Kitoko, paix à son âme. Mais quand nous sommes arrivés à la rédaction, notre directeur, l'abbé Hubert Boussé, lui, il était docteur, vous voyez, en théologie. Bon, mais dogmatique d'ailleurs. C'est lui, un grand enseignant. Et quand nous sommes arrivés, il a choisi José Deschartes Menga comme rédacteur en chef de la radio-télévision à Mali. Et pourtant, nous, les licenciés, nous étions là. D6. Il était D6. Vous voyez, D6 de l'humanité littéraire au collège Maïli. Alors, il voulait commencer la médecine, mais il n'avait pas fait. Alors, imaginez, c'est lui qui corrigeait nos papiers. Et aujourd'hui, il a continué dans le journalisme. Oui, il a continué après avoir fait les sciences politiques, mais en tout cas, il avait un talent exceptionnel. Et par après, comment j'ai découvert ça? Puisqu'il avait le goût de la lecture. En tout cas, José Deschartes Menga, paix à son âme, il s'est formé lui-même en lisant beaucoup. Il lisait plus que nous, les licenciés. Vous voyez? Alors, c'est ce que je voudrais partager avec nos jeunes et nos enfants qui sont dans le métier, qui ne refusent pas de lire, qu'ils acceptent de lire et éviter de considérer qu'ils connaissent tout. Non, ils ne connaissent pas tout.
et peut-être ils ne connaissent même pas grand-chose. Vous voyez, puis c'est même dans notre forum, si je réponds, quand vous avez lancé les invitations, j'ai vu même quelqu'un qui a pris le courage pour dire, mais les gens que vous avez choisis là, est-ce qu'ils connaissent l'intelligence artificielle? Et lui, il pense que nous ne savons pas qu'actuellement, avec la lecture, la nouvelle technologie de l'information, il faut arriver à l'automatisation de nos rédactions. Il faut arriver à faire en sorte que la machine assiste l'homme. Lui, il croit que nous connaissons, mais ici à Kisangani, nous ne connaissons même pas l'informatique. Quand est-ce que nous allons avoir la prétention de dire que demain après-demain, on va recourir à l'intelligence artificielle ici, c'est la machine et tout ça. Quand vous ne connaissez même pas les logiciels, quand est-ce que vous allez accepter à ce que vous puissiez arriver à dépenser les moyens pour trouver pour la rédaction-là, ces logiciels-là qui seront à même d'écrire des textes, de corriger, écrire les journaux de manière autonome, de manière automatique? Je pense que l'automatisation de nos rédactions n'est pas pour bientôt. C'est pourquoi je lance un défi à ces collègues-là qui croient qu'ils connaissent tout, qu'ils apprennent d'abord un tout petit peu, hein, et ne fût-ce que le minimum, les ABC de l'informatique, les ABC du numérique, avant d'arriver à l'électronique qui fait partie de tout ça, puisque pour être considéré comme ingénieur, sinon les programmeurs de nos radios demain, les programmeurs de nos émissions d'information et tout ça à la télévision, les programmeurs dans nos journaux, ça sera simplement ces gens-là qui n'ont pas fait le journalisme, mais qui connaissent tout ça, qui connaissent l'informatique, qui connaissent l'électronique, qui viendront nous commander. Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'heure que nous tous nous puissions apprendre, accepter d'apprendre d'abord. Si nous apprenons, nous ne serons pas dépendants. Et quand nous allons commander, nous allons demander aux machines de faire ce travail, de venir nous assister, et on arrivera maintenant aux journalistes, assistés par l'ordinateur, mais il faut d'abord connaître l'ordinateur. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire par rapport à ces soucis-là, au refus des résistances au changement, pour que nous puissions aller de l'avant, ne pas nous considérer toujours comme des bouteilles pleines, puisqu'il faut laisser l'espace pour qu'on verse encore un peu d'eau en rapport avec les technologies de l'information et de la communication, au-delà des diplômes que nous avons, et ça va nous amener de l'avant. Théorie de moitié vide, de moitié pleine. Oui, je voulais renchérir pour dire que quand... Je rappelle en fait, je signale qu'après l'intervention de Jean, nous allons directement prendre le dernier virage parce que le temps aussi nous a imparti. Quand on veut produire un contenu, ce n'est ni question d'âge, ni de sexe. Je pense que les jeunes qui pensent que parce qu'ils sont jeunes, ils vont dire c'est vieux, ça m'est arrivé aussi. Après, ils sont revenus pour que je corrige. Quand quelqu'un connaît. Nous avons devant nous un professeur d'université reconnu, mais qui a été à l'époque licencié, dirigé par un 2-6. Qui aurait accepté ça? C'est que les gens doivent savoir ceci. Et l'abbé Bousset, qui est paix à son âme, qui était comme mon père biologique, c'était un docteur d'une éminence, vous n'avez pas l'idée. Pourquoi ils ont confié ça à celui-là? Parce qu'il avait du talent. Ce que les jeunes doivent savoir, que quand on produit un contenu, ce n'est pas question d'âge ni de sexe. Quelqu'un qui a lu 1000 livres, tu ne peux pas tu ne peux pas compétir avec. Soit-il qu'il ait 80 ans, ça c'est un. Et des deux, même maintenant, il y a maintenant des AI, des Artificial Intelligence, de l'intelligence des bonus, on vous dit vous essayez, moi je le fais. Même ainsi, professeur, pour donner une requête à l'intelligence, vous devez avoir un background. Par exemple, vous pouvez dire ce que je fais aussi quand je veux aller à une conférence. Je formule une demande pour dire donnez-moi un article sur une conférence, sur tel sujet, avec tel angle, et quelle vidéo je vais faire. C'est ainsi que l'intelligence artificielle vous répond. S'il n'y a pas de... Voilà, là vous avez un article robot. Mais quand moi je le prends, ça m'aide à aller prendre des données. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas parce que vous êtes nul, vous dites écrivez-moi un livre. Il va vous dire j'écris un livre sur quoi. Voilà. Ça c'est des deux, le téléphone, l'Android. Aujourd'hui c'est une caméra. Il y a maintenant des trépieds de caméra Android. J'en ai acheté 4. Ça coûte entre 10 et $20. On peut faire une telle émission avec des téléphones. Ce que les gens doivent seulement se ressourcer. C'est ce que le prof Lifoli disait. Ça nous prendra du temps, mais il faut commencer quelque part. Nous avons des téléphones. Il suffit d'entrer dans l'Android, de faire une requête. Il y a des tutoriels qui vous montrent
comment réaliser une émission comme ça, avec 3 téléphones, avec des trépieds. Ça existe. Puisque même France 24 aujourd'hui fait des émissions avec des téléphones. Alors je reviens, moi je ne peux pas couper la parole. Non, je vais seulement finir en disant au prof, il est à l'université, il ne doit pas se lasser. Qu'il fasse de son mieux, je ne sais pas comment il va faire, qu'il dise au comité de gestion des 2 universités d'intégrer des labos multimédia. Je sais que la radio existe, mais la radio, elle est à cheval. Hein? Tantôt, elle fait un travail, mais il faut quand même qu'il y ait des labos dans les facultés. Comme il y a des labos de biologie, qu'il y ait des labos multimédia. Et qu'on commence par là. Je pense que nous aurons... Les étudiants sont capables de beaucoup de choses. Il suffit de les mettre au travail. Et qu'au niveau de l'informatique, qu'on mette des gens qui enseignent des logiciels. On ne peut pas enseigner Excel et Word aux étudiants du SIC. Voilà par où moi je vais terminer. Voilà, avant qu'on passe au dernier point, je crois, le doyen avait quelque chose à ajouter, non? Non, sinon, j'allais dire par exemple, à l'université ici, si on avait créé la RFO, cependant que notre ami Jean était là, donc c'était un centre de formation des journalistes. C'était une radio-école. C'était une radio-école. Malheureusement, ça ne fait plus son travail. Avant que l'on passe vraiment au dernier virage, je prends l'exemple de l'Ouganda. Hein. Moi, j'ai été à Kampala à un certain moment. Je me rappelle que là-bas, il y a la haute autorité de régulation de médias qui vient dans certains organes de presse qui contrôlent de fait. On contrôle jusqu'au gilet de reportage que les journalistes portent. On voit si vous avez les matériels requis pour les reportages et on organise même des interviews en aparté pour poser la question aux journalistes comment vous êtes traités, quel est le degré de traitement social par rapport aux besoins, parce que chaque organe qui s'installe en Ouganda a un cahier de charges qu'il est obligé, je vous dis bien obligé de suivre. Moi, j'étais en stage à New Vision, j'ai vu de quelle manière les agents venaient et donnaient un avertissement à l'organe de presse pour réunir les conditions de travail des journalistes. Et si cela n'était pas fait, l'échéance qui venait par la suite, l'organe était tout simplement scellé. L'organe était tout simplement scellé et j'ai vu comment les gestionnaires de ces organes-là s'empressaient pour réunir les conditions, acheter de nouveaux gilets, les dictaphones, réunir pratiquement les conditions pour le travail de journaliste. Je crois que c'est un aspect à ne pas négliger. Je prends par exemple le stage professionnel ou académique. Nous avons reçu l'année dernière des étudiants de la communication des organisations, je crois, et de journalisme réunis. Mais je crois que la plupart ont fui. Ont fui parce que j'avais imposé une certaine rigueur. Il y avait des cotes pour le comportement, pour la discipline. Il y avait des cotes pour l'application et l'esprit d'initiative. Il y a des gens qui ont fui tout simplement parce que dans leur tête, ils ne s'imaginaient pas que lors de stage, on puisse instaurer un système pareil. Je crois que si les organes de presse mettaient un peu de sérieux de ces côtés-là, ça aiderait aussi des étudiants qui pensent, par exemple, comme vous avez évoqué, fuir le journalisme pour se cacher derrière la communication des organisations, alors que la communication des organisations, c'est encore toute une science avec les méandres qu'il faut saisir. C'est vraiment aberrant. Est-ce que l'on doit continuer comme ça? Non, c'est là que vient maintenant la chute. Qu'est-ce qu'il faut exactement faire pour sortir de ces bourbiers? Parce que nous avons fait l'état des lieux, nous avons évoqué tous les aspects qui sont pratiquement défaillants pour les médias de Kisangani et de la province. Maintenant, je reviens à la question. Je commence par Jean. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour sortir du bourbier? Mais il nous reste un quart de temps. Les nouvelles technologies de l'information, de la communication, tout ce que nous avons, c'est une problématique qui a plusieurs facettes. Et les parties prenantes à ça, il y en a 4 au moins. Il y a d'abord l'État congolais qui doit réglementer, comme vous le dites. Il y a une sous-composante de l'État congolais qui est l'ESU, et même le ministère de l'enseignement primaire et technique, de créer des humanités qui préparent à ce travail-là, comme on le fait pour le
les lettres, on le fait pour... Parce que c'est une évidence aujourd'hui. Oui, c'est une évidence, puisqu'au fait, il y a aussi un âge pour apprendre, hein, un certain minimum qu'on prépare ça. Il y a la deuxième partie prenante, c'est l'organe de presse, les promoteurs. Ils doivent savoir que la presse, en général, c'est un quatrième pouvoir. Elle a le pouvoir de détruire tout comme de construire. Elle a même le pouvoir de détruire toute une nation. Vous vous rendez compte, aujourd'hui, il y a le problème de l'Est, mais trop peu de médias en parlent. Parce qu'ils pensent que ce n'est pas un pouvoir. Et il y a une troisième partie prenante, c'est l'homme lui-même, le professionnel des médias. Je ne parle pas tellement des journalistes. Le professionnel des médias doit savoir que la pratique, le maniement des outils, c'est aussi une très grande école. Hein? C'est-à-dire, quand on manie un outil, il faut aussi voir ce qu'ils l'ont fait. Et tout est sur Internet. On peut chaque fois interroger l'Internet sur certaines pratiques. On peut s'en sortir, puisqu'on ne peut pas demander aux gens d'une cinquantaine d'années, comme moi et Alexis, de revenir à l'école. Mais au moins, il y a l'Internet qui est aussi une autre école. D'abord, une école diffuse. Vous pouvez tout apprendre. Tout comme il y a des cours en ligne. Comme moi, j'ai fait le cours de coaching vocal. C'est une université anglaise. J'ai fait le cours de cinéma. Pour compléter ma formation littéraire, c'est dans une université anglaise. On vous donne tout. Et les théories, les conférences, les pratiques, on vous cote même. Je pense que je vais m'arrêter là et les autres pourront apporter leur façon de voir comment on peut résoudre ce problème-là. Oui, on passe par le doyen Rabin Ramazani. Oui, qu'est-ce qu'il faut faire, doyen? Ce que nous devons faire, nous pouvons faire, c'est en deux volets. Donc, nous, en tant que professionnels du média, et ceux-là qui viennent après nous, nous devons quand même faire tout pour apprendre, pour au moins comprendre ce que nous demande de faire la technologie, de nouvelles technologies de l'information et de communication. Donc, nous devons nous assumer. Et nous devons faire comme nous disait un de nos formateurs de l'Internews, d'où on était avec notre ami Alexis Balingui. Donc le blanc là nous a beaucoup montré. Il dit, pour être un journaliste, vous devez faire ça. Voilà. Donc nous n'avons pas une leçon à donner aujourd'hui à nos amis qui viennent. Je crois qu'à partir de l'université, ils apprennent, mais quand ils viennent dans tel ou tel média, ils doivent quand même prendre la chaleur de ce média et beaucoup apprendre. Donc je crois que ça fera du bien pour l'ensemble de médias en place, si on peut le dire. Parce que nous, on nous a beaucoup appris. On a eu beaucoup de formations. C'est pas dire que parce que je travaille déjà dans telle station ou bien dans telle maison, et même s'il y a formation, je n'y vais pas. Non, nous, on était formés à chaque fois. Ça ne passait pas 2 mois sans qu'on aille en formation. Ça ne passait pas. Donc, on a eu des formations Internews, on a eu des formations à RFI, on a eu des formations à la radio France, je ne sais pas comment la France, la radio belge. Donc, on faisait des formations. Voilà, c'est qu'on a acquis beaucoup de choses. Donc, il faut maintenant que nous, si par exemple nous devons être le responsable, qu'on puisse aussi envoyer nos amis qui viennent pour qu'on puisse les reformer davantage, qu'ils puissent avoir aussi une formation adéquate. Nous passons à l'avis du professeur Lifoli. Qu'est-ce qui est faisable pour que l'on sorte de ces bourbiers? Je pense que le premier élément... on va prendre l'intervention de Alexis. Le premier élément, c'est d'abord la formation. Parce que nous ne pouvons rien faire si nous ne sommes pas formés. Et on est formé d'abord à l'école des journalistes, et on est formé aussi dans les milieux professionnels. Et à l'école, il faudrait que l'État puisse disponibiliser des moyens nécessaires pour que nos institutions universitaires qui forment les journalistes aient eu les moyens de leur apprendre et la théorie et la pratique. Et il faudrait aussi que nous-mêmes, enseignants, nous puissions nous remettre en question, à accepter de s'humilier, puisqu'on ne peut pas connaître tout. Même si on nous appelle des savants, on ne peut pas être savant dans tout. On ne sait pas tout. Et là où on est limité, faire appel aux experts qui sont disponibles ici dans les milieux pour venir combler nos lacunes, nous aider à mieux former les étudiants. Et aussi, par exemple, en ce qui concerne si ça ne dépendait que de moi, il faudrait que RFO soit directement attaché au département des sciences de l'information et de la communication pour que le chef de département ait un mot à dire sur ce qui se passe là. Parce que moi, si je le dis,
moi j'avais fait un stage à l'Université libre de Bruxelles et j'ai vu que la radio de l'ULB était dirigée par le chef des départements des sciences de l'information et de la communication. Et les journalistes, non, les étudiants, tout ça, ils allaient faire le stage là-bas et ainsi de suite. Les problèmes ne se posaient pas et cette radio était budgétisée et financée par l'université qui reçoit aussi le financement de l'État. Je pense que si on le fait, je pense que ça va aller pour nos universités. Ça, c'est au niveau de l'université. Et alors, au niveau aussi de médias, puisque la formation continue sur le terrain, alors là, il faut qu'on organise des stages, il faut qu'on fasse appel à ceux qui connaissent un tout petit peu pour venir relever le niveau de nos stagiaires, de nos journalistes qui, à chaque moment, doivent toujours relever le niveau. Vous voyez, par exemple, ce que nous sommes en train de dire ici. Nous, quand nous avions travaillé, il n'y avait pas ces questions d'intelligence artificielle. Ouais, aujourd'hui, je ne peux même pas aborder cette question-là d'automatisation de nos rédactions, ouais, donc d'être assisté dans la mesure où nous n'avons même pas encore la maîtrise de l'outil informatique. Ouais, sans connaître l'informatique, en tout cas, c'est très difficile que nous puissions concevoir que nous irons très très loin. On peut exécuter des tâches par la machine, automatiser nos rédactions et tout ça. Non. Commençons d'abord par la base, ne fût-ce que maîtriser d'abord les minimums, les ABC de l'informatique. Passer un tout petit peu à connaître quelque chose, tout ce qui est de l'électronique, ainsi de suite. Je pense que progressivement, nous arriverons à ce niveau-là où nous allons nous assister par la machine, puisque là, on saura maintenant dire que maintenant nous pouvons demander ceci à la machine pour que la machine vienne, pour autant que nous ne connaissons pas. Comment nous allons gérer toutes ces questions-là liées à l'éthique et tout? Puisque ce n'est pas la machine qui prend la décision. C'est l'homme qui doit donner à la machine. Puisque c'est ce qu'on a fait avec, on appelle ça intelligence artificielle. Puisque ce n'est pas une intelligence naturelle. On essaie simplement d'imiter le cerveau de l'homme, puisque c'est l'homme qui a une grande connaissance. Je pense que si nous le faisons, ça va aider. Et tout ça, ça demande des moyens. Et enfin, je termine par la disposition de l'homme lui-même. Puisque le changement, c'est d'abord un problème de mentalité. Si nous, professionnels des médias, si nous, promoteurs des médias, nous ne sommes pas disposés au changement, je pense que demain ou après-demain, nous serons dépassés. On ne va même pas rêver qu'un jour, on trouvera une rédaction automatisée ici dans la ville de Kisangani. La dernière intervention, c'est avec Alexis. Merci, Primo. On n'a pas parlé des inconvénients des réseaux sociaux, machin, parce que ça, il faudrait faire mention. Peut-être qu'on pourra revenir dans un autre... Ça, on va réserver une autre conférence débat pour ça. Tout à fait. Mais moi, je m'inscris, tout en acceptant ce que les deux prédécesseurs, trois, ont dit, mais je m'inscris plutôt dans la logique de professeur Lifoul, parce que j'avais bien noté, on est sur le même schéma, il faut commencer par former. Vous savez que la presse, c'est quoi? La presse, d'une manière simpliste, prosaïque, c'est l'ensemble des moyens permettant la diffusion d'informations. La presse. Mais qui travaille dans la presse? Ce sont des journalistes. Première chose à faire, c'est de les former, d'actualiser leurs connaissances par rapport à l'évolution actuelle. Et lorsqu'on parle de la formation, on voit l'université. À l'université, nous avons des journalistes formés, théoriciens, mais aussi du côté des organes de presse. Il faut instaurer les systèmes de remise à niveau. Il faut le faire chaque fois, parce que là, on a l'occasion de rappeler l'éthique et déontologie des journalistes. Deuxième chose, doter les maisons de presse des outils. Foundi a parlé des universités, les professeurs, il faut les revenir dessus, une sorte de labo. Hein? À chaque fois que vous avez quelque chose, vous allez tester. C'est ça, en fait. Au lieu d'avoir des étudiants qui viennent en stage avec aucune notion de pratique. Parce que la pratique et la théorie vont ensemble. Et puisqu'il s'agit des technologies de l'information, des outils, de la nouvelle technologie de l'information et de la communication, en tout cas, il faut je l'ai dit, il faut que les institutions, les organes des peuples puissent en disposer. Sinon, on ne sera pas compétitif. Il fallait que chaque organe de presse dispose d'un Wi-Fi, comment on appelle ça, Wi-Fi, de manière permanente, et que vous avez des champs d'information avec les autres, vous pouvez loger des émissions intéressantes, des interviews intéressantes, et que ça soit aussi connu par les autres. Alors si on n'a pas de moyens, on ne sera jamais compétitif, on ne sera jamais connu et lu ailleurs.
Alors, j'insiste sur la régulation. On connaît la capacité d'un régime, un système politique à travers quatre capacités. Je vous fais grâce des autres capacités, mais je reviens sur la capacité régulatrice. Si vous n'avez pas des normes et des règles en place, en tout cas, on donne l'occasion à tout le monde de devenir journaliste. Et vous le savez, non? Qui filme ici, tout de suite publie. Il ne connaît pas les conséquences qui en découlent. En publiant une image, ils ne savent pas ce qui peut venir. Pour la survie, les responsables d'entreprise, les responsables d'entreprise doivent changer le comportement. Ils doivent tenir compte du traitement des journalistes. C'est ce qui fait qu'elle soit clochardisée et que cela puisse influer sur sa conscience. C'est pourquoi vous avez d'une part ce qu'on appelle les journalistes porteurs de micro et aussi manipulés, et d'autre part vous avez les journalistes quelque peu objectifs qui s'efforcent à faire. Alors, je voudrais à ce que l'État puisse aussi subventionner les radios communautaires. Parce que ils font le travail en lieu et place de l'État. L'État seul. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas dites, la typologie des radios. Ça, c'est vrai. Alors, on aura l'occasion d'en parler. Mais en tout cas, l'État a l'obligation de subventionner les radios communautaires pour que certaines informations soient relayées au niveau de la base. Alors, s'il n'est pas subventionné, en tout cas, où est-ce qu'il aura l'argent pour prendre en charge les journalistes? Voilà, en peu de mots, ce que nous pouvons dire, si on tenait compte de ça. Est-ce que tout ce que nous disons ici, est-ce que les autorités vont prendre ça en compte? En tout cas, la question reste posée. Mais en termes de foi, nous osons croire que c'est quand même tomber dans les oreilles des gens qui sont responsables. Non, nous avons commencé la démarche et nous pensons ne pas nous arrêter ici. La dernière question, c'est par rapport... Parce que là, nous avons évoqué tout le monde qui est partie prenante, surtout en amont, si on peut appeler comme ça. Mais en aval, il y a le consommateur, la population elle-même. Est-ce que la population est prête à consommer selon les normes des technologies de l'information et de la communication? En peu de mots, une minute, chacun. Mais oui, je vais vous surprendre. Un enfant de 4 ans maîtrise l'Android en 2 mois. L'Android, c'est un ordinateur par excellence. Mais nous avons par tradition chez les Bantous que l'enfant ne devient enfant qu'à 18-20 ans. Il faut attendre 20 ans pour qu'il apprenne l'ordinateur. Et pourtant, il apprend l'ordinateur à 4 ans. Ça, c'est un. Les gens ont les modèles. Nous sommes le 4e pouvoir. C'est ce que nous faisons des gens. Nous devons aussi créer des émissions, n'est-ce pas, pour enseigner aux gens à améliorer leur écoute à l'information. Sinon, il y a des fake news, sinon ils ne seront pas appréciés. Si déjà ils savent que la qualité de l'image, c'est dans ses limites, les gens seront un peu moins tolérants. Ce que je disais, c'est-à-dire nous devons enseigner. Et tout le monde, parce que parmi notre cible, il y a l'État, les préposés de l'État, il y a les prêtres, il y a monsieur tout le monde. C'est ce que nous faisons envers les médias et les professionnels des médias. Nous devons aussi les faire vers le public. Parce que le public, plus le public est éveillé, plus il devient regardant et moins les professionnels des médias se permettent des choses. Parce qu'il dit, quand je fais ça, le ministre m'a appelé pour dire, là tu as commis une faute. Vous verrez que prochainement, avant de loger son article, il va chercher Alexis. Il y a une sorte de civisme... non, le prof l'a dit en un mot. Il faut éveiller la conscience. Alors, il faut mettre tout là-dedans. Ce qui a à faire de ces côtés, ce qui a fait de ces côtés-là. C'est ce que moi, je pense. Doyen Rabin, en 1 minute, s'il vous plaît. Oui, ce que la population peut faire, nous le voyons déjà. La population, elle est là. C'est pour suivre tout ce que le média fait. Donc, la population, normalement, moi, je fais des fois un constat. Par exemple, j'ouvre la radio à 6h30, alors que d'habitude, j'ouvre à 5h, par exemple. Et après un moment, on va téléphoner et dire, mais comment se fait-il que vous avez ouvert en retard? Vous voyez? C'est parce qu'elle est habituée, cette population, elle est habituée à suivre à partir de telle heure. Donc, c'est nous, les médias, que nous devons d'abord faire tout pour donner une leçon à cette population-là. Et quand on donne une leçon, la population va s'y mettre. Voilà. Professeur Ifoli,
Je pense que la population attend de nous le respect de l'éthique et de la déontologie professionnelle. Puisque même si demain nous passons à l'automatisation, nous risquons, et si aujourd'hui nous ne savons pas choisir ce que la population veut, nous ne connaissons pas les besoins de notre population, quand nous allons automatiser, ce sera également les diffamations, des injures, comme nous voyons déjà sur les réseaux sociaux. Puis cela, il se pose un problème aussi d'éthique avec les technologies de l'information et de la communication. Un problème sérieux. Un problème sérieux. Je pense que si la population nous fait confiance, il faudrait que nous-mêmes nous commençons à être sérieux et choisir ce que nous allons dire à la population déjà dès le moment, parce que quand nous allons tout automatiser, il ne faut pas que ce soit une automatisation des choses qui vont revenir pour nuire à la population, pour créer les troubles dans la ville, pour servir seulement de propagande, bourrer les cerveaux des populations avec des propagandes qui passeront à la longueur des journées, puisque c'est la machine qui va répéter ces tâches-là, ces informations-là. Je pense que là, la population va simplement laisser de nous suivre et se contenter des rumeurs et autres choses, puisque ça sera le moindre mal pour elle. On termine par Alexis Balingui. Oui, la valeur de l'homme reste irremplaçable, quels qu'en soient les prix. Ordinateur, téléphone, Android, j'en passe. La valeur de l'homme reste irremplaçable. Le professeur l'a dit, Fundi l'a dit, il faut toujours mettre des données dedans. Sinon alors, comment ça va fonctionner? L'ordinateur, je suis ordinateur, bon, moi je suis ordinateur, je commence à parler, je commence à m'engager. Il faut que l'homme touche quelque part pour que l'ordinateur fonctionne. Et c'est pourquoi j'ai dit, la valeur de l'homme reste irremplaçable. Mais la notion d'éthique, j'insiste, hein, depuis mes interventions, je ne parle que de ça. Oui, de la notion d'éthique et de la déontologie. Cette question de principe de journaliste, nous devons cesser à nous ranger derrière. Par exemple, vous donnez une information au bas de la passerelle, devenu tout ça. Mais l'info, où est l'info? La pyramide inversée. Ça n'existe pas. Voyez-vous? Alors, nous sommes des protagonistes et non des antagonistes avec les téléspectateurs, les auditeurs. On est d'un seul côté. Notre, je vais dire, nos auditeurs nous écoutent, attendent de nous quelque chose de sûr. Et quand vous logez, vous postez des informations, que ça sera lu ailleurs, partout ailleurs, parce que avec l'Internet, il y a l'accessibilité à un plus grand nombre de personnes. Du coup, et qu'est-ce que nous cherchons? C'est pourquoi j'insiste sur l'éthique et les principes. Il faut se fonder sur l'exactitude. Ne donner, ne livrer, ne poser les informations qui sont vraies et vérifiables. En cas de conflit, n'oubliez pas le deux sons de cloche et la complétude de l'information par rapport aussi questions de référence. S'il n'y en a pas, ça n'existe pas. On doit tenir compte de ça, mais malheureusement, il y a eu prolifération de médias en ligne et que tout le monde s'improvise responsable d'une maison de presse. Et il suffit de créer ça maintenant, et à la minute qui suit, vous avez déjà l'information. Mais lorsque vous lisez ces informations, beaucoup d'écueils, beaucoup de vides, il faut recouper ces sources-là en leur place. Il y a le trafic d'images. Bon, il y a des choses qu'on pourra en parler, l'occasion faisant le larron, on allait en parler, mais je n'en parle pas parce que déjà c'est la fin. Ouais. Le temps nous est imparti. Voilà. Et donc, nous devons faire passer à l'avant-garde l'éthique. L'éthique renvoie à la notion de la morale et la déontologie, les devoirs des journalistes. J'ai parlé. Merci. Alexis Balingui a parlé. Auditrice, auditeur de la Radio Liberté Kisangani, téléspectateurs, téléspectatrices de CCTV et Canal Congo Télévision. Nous sommes à la fin de notre conférence débat qui a été une conférence très enrichissante. Je vais encore me répéter. On a reçu Jean Fundi, on a reçu le doyen Rabé Ramazani, on a reçu le professeur Lifoli, on a reçu Alexis Balingui qui ont vraiment daigné consacrer de leur temps pour que l'on puisse débattre de ces sujets qui nous concernent, nous, les médias de la province de l'Atchopo et de Kisangani, qui sont l'évolution de la presse burundaise face à l'évolution des technologies de l'information et de la communication, adaptation et survie. Parce qu'au-delà de tout ça, il s'agit de la survie du journaliste boyomais. Et nous avons évoqué cela, vous avez suivi tous les avis qu'il y a eu tout autour. Je n'ai pas à commenter là-dessus.
Je vous rappelle que vous êtes sur la Radio Liberté Kisangani et Canal Congo Télévision. Continuez à nous suivre sur notre page YouTube qui n'est autre que CTV Ralik Kisangani. Suivez-nous également sur notre page Facebook. Cette émission sera une fois de plus rediffusée et je crois que nous aurons encore l'occasion d'organiser des débats pour débattre, si je peux me répéter ainsi, de questions qui concernent les médias et qui concernent la survie même de ces médias parce qu'autrement, ces médias boyomais sont appelés à disparaître. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.